le piège, c'est de porter un jugement qui serait sentencieux. Et je pense que, déjà, c'est quoi la culture? Pour moi, c'est un espace de production de sens et de signification. Et que les sociétés, fondamentalement, produisent des sens et des significations. Et que, le prof l'a dit, culture et développement, mais fondamentalement, pour moi, c'est un espace de finalité. C'est l'espace qui nous dit quelles sont les raisons de vivre. L'économie, c'est un espace qui nous entretient sur les moyens de vivre. Mais une fois qu'on a assuré les moyens de vivre, nous vivons en vue de quoi? Et pourquoi vivons-nous? Et les sociétés ont toujours articulé des réponses dans ce sens-là. Et plus les réponses sont denses, plus elles sont complexes, plus elles sont profondes, mieux elles nourrissent ce qui fait de nous des humains. Et que donc, du coup, il n'y a pas d'espace dépourvu de culture. Maintenant, effectivement, l'État peut jouer un rôle, mettre en place des infrastructures, des lieux d'incubation de ces cultures-là, des lieux d'épanouissement, des lieux de diffusion et des lieux où on pluralise les possibilités de proposition de sens. Et le Sénégal ayant l'histoire qu'il a, étant un pays ouvert, multiconfessionnel, au carrefour de plusieurs histoires, au carrefour de plusieurs bibliothèques, les bibliothèques négro-africaines, les bibliothèques arabo-musulmanes, les bibliothèques occidentales, de par toute cette histoire-là, a été un foyer important de culture, un lieu de débat. Et ce que je ressens ces dernières années, c'est une sorte de rétrécissement du champ, c'est-à-dire une difficulté à dire que nous sommes un pays ouvert et pluriel, dans lequel s'expriment plusieurs sensibilités, plusieurs manières de faire le monde, plusieurs visions du monde, et que ces visions, elles doivent habiter, cohabiter ensemble, et qu'elles ne doivent pas s'auto-réprimer. Je dirais, et c'est ça que je sens ces dernières années. Avec les ateliers, on a essayé de créer un espace intellectuel, ouvert, où on pose des questions qui nous concernent, et qui concernent le monde à partir du continent. Et il nous avait semblé important de le faire, mais la polémique qui a eu lieu après le concours de Mohamed Bougar Sarr, je ne suis pas sûr qu'autrement, les années 66-67, elle aurait eu lieu, sincèrement. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'à l'époque, la société était beaucoup plus ouverte de ce point de vue-là. Et qu'il y avait une plus grande acceptation d'une pluralité d'options, d'une pluralité de discours, d'une pluralité de rapports au monde. Et que dans l'ADN de la société, cette pluralité-là a été acceptée. On se rend compte qu'il y avait des marxistes, il y avait des maoïstes, il y avait des athées, il y avait tout un tas de propositions culturelles qui y cohabitaient. Et le Sénégal était ce lieu qui acceptait cela dans son ADN. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que plus on a avancé dans le temps, plus il y a eu une sorte de répression et de rétrécissement de l'espace public culturel et de sa pluralité, la pluralité des mondes dans le monde, que les zapatistes appellent de leur vœu. Sans porter le jugement, à quoi attribues-tu cette forme de bascule chronologique, sans porter forcément de jugement, mais bien sûr, qu'est-ce qui explique ça, qu'on passe, entre guillemets, d'un âge d'or, où il y avait une ouverture, une pluralité, à ce rétrécissement du territoire du débat dont tu parles? J'ai le sentiment qu'il y a une responsabilité qui serait liée à ce que j'appellerais l'articulation éducation et culture. Je pense que même à une époque au Sénégal, on avait un ministère de l'éducation et de la culture. On considérait que les deux gestes relevaient d'un même geste. Éduquer, c'est sortir de soi, c'est sortir du troupeau. Et il m'a semblé que ces dernières années, en tout cas à partir de l'ajustement structurel ou bien avant, il y a eu de moins en moins de lieux qui existent. Il y a eu de moins en moins de propositions culturelles, il y a eu de moins en moins de politiques culturelles ciblées et de foyers ardents de production d'espace où justement on remet en cause la question de l'humanité, on la réinterroge, on réarticule la question du sens. Et les seuls lieux de production de culture que nous avons, qui sont toujours là, vous les avez le vendredi, le prêche, les émissions religieuses qui ont pignon sur rue et qui produisent une vision du monde. En tant que bon sérère, je ne la récuse pas, mais c'est le lieu dominant de production de sens et de production de discours. Quand vous avez 20 ans et que vous voulez apprendre à appréhender la vie, appréhender votre rapport au monde, à la mort, à votre corps, au sens et aux finalités, vous avez un lieu qui est dominant, qui est ce lieu-là. Et les autres lieux, qui pourraient être des lieux alternatifs ou concurrents ou complémentaires, ils sont de moins en moins importants. Je suis né à New York, j'ai grandi à Dakar, et dans la rue dans laquelle j'habitais,
il y avait 2 bibliothèques dans la rue. J'en avais une à mi-chemin et une un peu plus loin. Et les mercredis après-midi, je passais mon temps à alterner entre ces bibliothèques. Vous allez aujourd'hui dans un quartier à Dakar, vous n'avez pas de bibliothèque municipale, on n'a pas de médiathèque, on n'a pas de bibliothèque nationale. Un jeune, bon, il est sur son smartphone, il a accès à un certain nombre de propositions, mais dans son espace qui l'environne, dans son écologie, il n'a pas une pluralité d'espaces, de lieux de production de soi et de sens. Et ça, c'est de la responsabilité d'une société, en tout cas, de mettre à disposition de ce genre d'espace-là, même si ce sont les individus qui doivent les animer, même si ce sont les privés qui doivent les animer, mais une société qui se veut plurielle et ouverte multiplie les espaces, les autorise, ne les réprime pas, les crée, les subventionne et les favorise. Accessible. Il me semble qu'il y a plusieurs options. Il y a déjà la question fondamentale de l'introduction dans le système éducatif. Il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent à souhait que lorsque les enfants sont scolarisés au début à l'école primaire dans leur langue nationale ou maternelle, ils acquièrent beaucoup plus rapidement toutes les connaissances générales de culture générale, y compris le français. C'est-à-dire qu'un enfant qui rentre à l'école en pays sérère, qui apprend d'abord en sérère l'histoire, la géographie et le français, des classes pilotes ont montré que, arrivé au CM2, il a un meilleur niveau en français que celui qui a été scolarisé d'abord en français. Et là, il y a la question de la mise en œuvre de ces processus éducatifs par le biais de la volonté politique. Et il y a la question de l'imaginaire des langues dominantes et des langues impériales qui doit être réglée chez nos élites. Ces expériences ont été faites dans beaucoup de pays. Exemple, au Nigeria, les élites n'envoyaient pas là-bas leurs enfants, donc les individus des classes moyennes ont considéré que si les élites n'envoient pas leurs enfants dans ces écoles, donc pourquoi eux ou elles enverraient-ils leurs enfants dans ces écoles-là? Donc la politique éducative et culturelle, elle a son rôle à jouer là-dessus. Bien évidemment, l'édition, donc il y a eu un travail de codification important qui a été fait autour des années 60-70, en dotant d'un lexique, d'une grammaire, de dictionnaire, un certain nombre de langues dites nationales, mais ça ne suffit pas. Il faut des outils didactiques, il faut des traductions du contenu scientifique dans ces langues-là, il faut de l'édition d'ouvrages scientifiques et didactiques. Donc il y a tout un dispositif qui doit accompagner la capacité de ces langues à accueillir la culture générale scientifique globale dans ces langues-là. Ça, c'est une deuxième étape. Quel pourrait être le déclic? Parce qu'on en a parlé très souvent. Le politique. Voilà, le politique, donc investir dans ce sens-là, investir dans de la traduction, mettre en œuvre une fiscalité adéquate sur les biens culturels, le livre ou les livres, et formuler des politiques culturelles et éducatives qui créent les structures pour créer cet écosystème-là. Ensuite, les militants, les acteurs culturels, les éditeurs, tous les éléments de l'écosystème se mettent en place, mais il faut une entité qui structure l'écosystème, qui opère des choix et qui dirige des moyens vers cette problématique-là.